Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière où sur vous du discours on tourna la matière et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je sus prendre. Je fis ce que je pus pour pouvoir vous défendre. Je vous excusais fort sur votre intention et voulus de votre âme être la caution. Mais merde! Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous vivez vous faisait un peu de tort. Les pieds! Les pieds! Vous ne respectez pas les pieds, mademoiselle. 12 pieds. Vous, d'après vous, par quoi le changement de ton de la scène à partir du vers 985 est cette scène ne répète-t-elle pas la cellule du premier acte? Quel progrès marque-t-elle cependant? La tour de politesse des deux rivaux ne prend-il point de l'aspect comique? Pour qui se souvient de la scène 2 de l'acte premier? Comment est préparé qu'amener l'éclat du vers 367? Montrer que l'embarras de Célimène se trahit par l'embarras même de son expression. Vers 1623 1636. Analysez l'effet unique obtenu par Molière, acte 5, scène 4, vers 1710 à 1715. Lisez. Montrez. Analysez. Jugez. Ce billet découvert suffit pour vous confondre. Et contre ce témoin, l'on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit? Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Quoi? Vous joignez ici? L'audace à l'artifice? Le désavouerez-vous pour n'avoir pas de sang? Pourquoi désavouer un billet de ma main? Et vous pouvez le voir, sans demeurer confuse, du crime dont vers moi son style vous accuse? Vous êtes sans mentir un grand extravagant. Étudiez. Expliquez, tour elliptique. Ablatif absolu. S'accorde avec le pronom je, implicitement contenu dans le possessif mais. Voir note Subert 1263. Tournure latine. Appréciez le comique. Notez les livres. Voir acte 2, scène 5. À quoi attend le calme de Célimène? Que cache-t-il? Est-elle sincère? Elle ment à part et le désarroi d'Alceste. Quelle est l'utilité de cette scène? Montrez. Comparez. Analysez, expliquez, 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 Comparez. analysez, expliquez, Comparez. analysez, expliquez, Comparez. analysez, Expliquez. Montrez. Comparez. analysez. J'ai écrit sur les médecins, sur les petits marquis, sur les précieuses, sur les tartuffes. J'ignorais cette race-là. Dommage. Pardon. « 1650, Molière prend la direction de la troupe. Il arrive en Languedoc, à Pézenas. À Pézenas. À Pézenas, je n'avais pas encore de perruque ni de boucles sur mes souliers. C'était en saison de vendange, sur la fin de septembre. Un vendredi soir. Nous venions de Narbonne. Ah, à pied? Oui, à pied. Sauf Madeleine et son frère Louis, le boiteux, qui eux montaient sur le chariot que tirait notre vieille mule. Ça devait être chouette. Ouais. Ouais, c'était chouette. C'était chouette qu'il dire. Fallait les voir tous, pauvres et affamés, quand ils sont arrivés ici.
C'était un vendredi soir. On était en pleine vendange. Mais pourquoi vous me demandez tout ça? Je m'appelle Lagrange, et j'étais comédien avec Monsieur Molière. Je viens vous voir, maître Gély, parce que Molière est mort depuis 1 mois. Monsieur Molière est mort. Il faudrait bien un signe de croix seulement. S'il me voit de là-haut, il est capable de se foutre de moi. Allez, tant pis. Et la dame avec vous, qui c'est? Vous ne me reconnaissez pas, maître Gély? Ah, c'est vous! Ah, vous avez changé, madame Molière. On peut dire que... Bon. Ah, et puis si, je le dis quand même. C'était ni chrétien ni honnête de le rendre aussi malheureux. Et vous vous êtes mal conduite. Ouais, c'est ça, pleurer. Il est bien tard. Maître Gély, depuis 15 ans, j'ai tout écrit sur un registre. Tout ce qui touche à Molière, à notre vie, à notre troupe. Toutes nos dépenses, toutes nos recettes, toutes les joies, toutes les peines. Mais autrefois, je voudrais savoir, maître Gély, autrefois, lorsque Molière est arrivé chez vous, ce fameux soir d'il y a 23 ans. Il était bègue. Hein? Il était bègue et il avait mal aux dents. C'était un vendredi soir. On était en plein de matin. Je venais juste de fermer la fenêtre avant d'aller dormir. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, juste, on va. Qu'est-ce Monsieur, ouvrez-nous, je vous prie! Oh, ma carrière, a chi nessuno che parla francimani. Arrivi! J'arrive! Pardonnez-nous, monsieur, nous savons qu'il est tard, mais votre enseigne... Oh, elle est encore tombée? Non, non, mais elle annonce que vous êtes barbier. Oui, le meilleur barbier de Pézenas. Mais le jour, pas la nuit. Je vous en prie, monsieur Jean-Baptiste a très mal. Ah, c'est pour une dent! Alors c'est différent. Asseyez-vous. Donnez-moi ça. Oh! Non mais, ça va pas. Gardez-le bien. Ouvre la bouche. Plus grave. C'est laquelle? Oh. Tenez-le bien. Voilà, ça y est. Lavez-vous la bouche avec ça, ça arrête le sang. Ça va, mon Jeannot? Ça fait 3 sous. Vous êtes venu pour neiger? Non, non, nous sommes une troupe de théâtre, la troupe de l'illustre Molière. Et qui c'est ça, l'illustre Molière? C'est lui. Crachez. Nous cherchons une auberge pour la nuit. Mon enseigne ne le dit pas, mais je suis aussi un peu aubergiste. J'ai 4 chambres et une grange. Et pour manger? C'est ce qu'il faut. Ah, attends, Fais doucement là-haut.
ce qu'il faut. Ce qu'il faut? Vous avez des sous? Oh là, maître aubergiste, pour qui nous prenez-vous? Nous ne sommes pas des bohémiens. Sachez que notre troupe est protégée par son Altesse le duc d'Épernon. Ne vous inquiétez pas, maître Gély, nous avons largement de quoi payer. Bien payé. Alors à table. L'illustre théâtre aurait pu devenir le premier de Paris. Pas avec Artaxerxes de Monsieur Magnon. Artaxerxes est une très bonne pièce. Et Magnon, un très grand auteur. Le vrai problème n'était ni Artaxerxes ni Magnon, mais les dettes, Jeannot. Oh, les dettes, c'était pas de grosses dettes. Ah non, c'était pas de grosses dettes, mais tu as fait de la prison. Oui, parfaitement, j'ai fait de la prison. Et j'en suis fier. Et puis je peux marcher la tête haute. Personne ne me doit rien. Et maintenant, si nous allions dormir? Allez dormir, vous pourriez me payer le repas. Avec la dinde, ça fait 3 livres et 7 sous. Et les chambres d'arrêt, 4 livres. En tout, 7 livres et 7 sous. Décidément, c'est l'auberge de la confiance. Bon enfant, la bourse. Eh bien, Je ne l'ai plus. Comment tu n'as plus? Mais je l'avais mise dans cette poche et... Ah! Le pauvre! Quoi, le pauvre? Le pauvre, celui à qui nous avons demandé notre chemin après cette Sibérie. oui. Il m'a dit, si vous vouliez me secourir, monsieur, de quelque aumône. Tu ne lui as tout de même pas donné la bourse. Non, je l'ai ouverte et je lui ai donné un sou, puis j'ai remis la bourse dans ma poche. Alors il m'a pris les mains et il m'a dit, je ne manquerai pas de prier le ciel pour qu'il vous donne toutes sortes de biens. Il m'a embrassé. Et il t'a volé la bourse. Toutes nos économies, 84 livres. Nous voilà bien. Admirable. Ah. Vous jouez la comédie à merveille. Mais nous ne jouons pas la comédie. La rencontre avec le pauvre, le vol de la bourse. Mais c'est vrai. Alors si c'est vrai, tout illustre que vous soyez, mais tout de même assez couillon pour vous faire voler. Vous allez me foutre le cas. Maître Gély, vous n'allez pas nous obliger à coucher dehors. Nous avons tellement marché, nous avons si grand sommeil. J'ai arraché la dame gratis. Vous avez soupé gratis. Je n'avais pas en plus vous faire le cadeau de mes chambres. Demain soir, vous serez payé. Ah oui, et avec quoi? Nous donnerons une représentation et vous serez payé. Une représentation à Pézenas? Mais où ça? Sur la place ou dans une grange, nous verrons. Et qu'est-ce que vous jouerez? Rodogune de Corneille. Une tragédie. Eh bien, je vais bien vous donner les chambres. Et même gratis. Mais faites-moi plaisir, monsieur Molière. Oui. Jouez-moi un morceau de votre tragédie. Là maintenant, pour moi tout seul. Maintenant,
Mais les costumes sont Non, les normal. costumes, ça fait rien, je m'en passerai les costumes. Mais il y a aussi le La maquillage. couronne, le cercle, la coupe, le poitou. Tout ça, je l'imaginerai. Bon. Dufresne, bon enfant, en place. Apportez le fauteuil. C'est un trône. La scène est à Séleucie. Ah, celle-ci? Non, à Séleucie. C'est une ville de Syrie. Donc, la scène est à Séleucie, au palais royal. Enfin, ce jour pompeux, cet heureux jour nous luit, qui d'un trouble si long doit dissiper la nuit. Ce grand jour est venu, mon frère ou notre reine, cessant de plus tenir la couronne incertaine, doit rompre aux yeux de tous son silence obstiné. De deux princes gémeaux, nous déclarer l'aîné. Mais n'admirez-vous point que cette même reine le donne pour époux à l'objet de sa haine? Rodogune, par elle, en esclave traité, par elle se va voir sur le trône monter, puisque celui des deux qu'elle nommera roi lui doit donner sa main et recevoir sa foi. Pour le mieux admirer, trouvez bon, je vous prie, que j'apprenne de vous les troubles de Syrie. J'en ai vu les premiers, et me souviens encore des malheureux succès du grand roi Nicanor quand, des Parthes vaincus, pressant la droite fuite, il tomba dans les fers au bout de sa poursuite. Je n'ai pas oublié que cet événement du perfide Tryphon fit le soulèvement. Voyant le roi captif, la reine désolée, il crut pouvoir saisir la couronne ébranlée. Et le sort favorable à son lâche attentat mit d'abord sous ses lois la moitié de l'État. La reine, craignant tout de ces nouveaux orages, en sut mettre à l'abri ses plus précieux gages. Et... Pardon, monsieur Molière. Vous voulez jouer ça à Pézenas? Oui, Sur la place? oui. Eh bien, je vous souhaite bien du courage. Du courage? Vous n'aurez pas dit la moitié de ce que vous venez de réciter, que vous serez couvert de pommes. De pommes? Cuites. Ici, avant de les jeter sur les acteurs, on les fait cuire. Ça fait moins de mal, mais ça salit. Ça colle de partout. Vous vous moquez de nous. Eh non, monsieur Molière, non. Je ne me moque pas de vous, je vous dis la vérité, c'est tout. D'abord, la tragédie, ici, ça ne peut pas plaire. Ils aiment que le comique. Les faces avec des masses, des coups de pied au cul, des tartes à la crème. Là, ils peuvent parler, monter sur scène, répondre aux acteurs. C'est ça qui plaît ici. Mais la tragédie, non. Il y a 2 ans, je me rappelle, en plein été, une troupe était passée. Une troupe importante. Les tragédiens d'une pension d'orage. Ils avaient paradé en ville toute la matinée.
en costume romain, sur des chevaux caparaçonnés tout en or, et avec des trompettes longues comme 3 fois mon bras, pour annoncer la représentation à 4 heures sonnantes de la mort de César. On aurait dit un défilé d'empire. Et à 4 heures sur la place, tout le monde était là, en plein soleil. Tout le monde, et même le Scipion. Scipion, c'était le farceur de Pézenas, le bouffon du village. Il est mort cet hiver. Et depuis, à chaque fois qu'il pleut, on dit, tiens, voilà le Scipion qui fait pisser de rire le bon Dieu. Or donc, cet après-midi-là, à 4 heures sonnantes au clocher de l'église, tout Pézenas s'attendait sur la place que commence la tragédie. Moi, j'étais debout à côté de Scipion. Et tandis que les Romains, en petite jupe, montaient l'escalier de l'estrade, je lui parlais tout simplement. Bon, surtout, Scipion, tu fais pas le couillon, hein? Cette fois-ci, tu te tais, tu ne montes pas sur scène. C'est une tragédie. Et lui, sans seulement me regarder, me fait... T'as apporté des pommes. C'est alors que je me rends compte qu'il y avait de partout comme une odeur de pommes cuites. La tragédie commence. Ronflante, tonitruante, gesticulante. Jules César est assis sur un trône, à ses pieds Cléopâtre, derrière 2 soldats avec des casques à plumes. Et César crie, déclame, tout en postillonnant sur le grandet de Cléopâtre. Il a l'air en colère. Il dit qu'on l'a trahi. Et j'ai jamais su qui avait lancé la première pomme. Mais c'était bien visé, juste au milieu du front. Alors César se lève. Et grand silence sur la place. Le tragédien essuie son front, prend son épée, la plante sur l'estrade, avec un grand air de défi, et continue à déclamer. Pouf, deuxième forme sur la figure d'un soldat. Son casque à plume lui tombe sur les yeux. Les gens rigolent, mais César continue. Rome, les dieux, la gloire. Son péplum tout blanc découlé de pommes cuites, il en pleut de partout. Et tout d'un coup, ça devait être dans son rôle, César tombe à genoux et se met à crier. Ô toi, illustre consul, ô toi, si tu m'entends du fond de ton tombeau, toi, Scipion, je t'appelle. Et le Scipion d'à côté de moi qui répond, j'arrive. J'ai pas eu le temps de le retenir, il était déjà sur scène, en train de déraper sur les pommes, tombant dans les bras de Cléopâtre qui perdait son poney, tandis que Jules César, furieux, enlevait ses cothurnes pour les lancer sur le public. Ah, voilà, monsieur Molière. Voilà. Et pourtant, les tragédiens du Poisson Orange, c'était des vrais tragédiens. Ce qui veut dire, maître Jelly. Ce qui veut dire, que dans la tragédie, la dame là, madame... Mademoiselle Béjart. Oui, mademoiselle Béjart. Encore, ça peut aller. Mais vous? Moi. Vous êtes fait pour jouer la tragédie comme moi pour servir la messe. Enfin, ça se voit, non? Personne ne vous l'a dit. Mais vous êtes un comique, monsieur Molière. Ça y est, il recommence, il est vraiment bête. C'est quand il est ému, il ne supporte pas qu'on dise qu'il n'est pas tragédien. Pourtant, ça fait 4 ans que tous ici nous le lui répétons et 4 ans qu'il s'obstine. Ah non, Madeleine. Si, Jeannot. Et tu le sais bien. Rodogune, Artaxerxes, Constantin le Grand, aucune tragédie ne nous réussit. C'est vrai, patron. Tu n'es pas fait pour ce théâtre-là. Alors je suis mauvais. Mauvais tragédien, oui. Pourtant, si tu voulais... Si je voulais quoi? Tu sais très bien ce que je veux dire, Jean-Baptiste. Tu t'évertues à jouer la tragédie, alors que tu n'aimes pas cela. Tu t'es mis dans la tête que pour être considéré lorsqu'on était acteur, il fallait être tragédien. C'est le raisonnement du fils de bourgeois que tu es. Et pourtant, l'envie qui te ronge depuis toujours, c'est celle de te mettre un masque sur le nez, de sauter, de danser, de faire des pirouettes. Non. Mais si, Jeannot. Comme les tabarins, comme les fagotins que tu voyais sur le Pont-Neuf lorsque tu étais enfant, comme Gauthier Garguille, comme Gros Guillaume. Seulement voilà, ils n'étaient rien que des farceurs. Et jamais un fils de bourgeois, le fils d'un tapissier du roi, ne saurait devenir farceur. Quelle honte pour la famille. Tu crois avoir rompu avec ton père, Jean-Baptiste. Tu dis avoir rompu, être libre parce que tu cours les routes. Mais tu te choses de tragédie, comme tu ferais de pantoufles, pour être acteur, douillettement et avec considération. Tais-toi! Non.
veux pas le dire. Je le dirai pour toi. Et que peux-tu dire, Madeleine? Voilà déjà longtemps, trop longtemps que tu parles en ma place. Tais-toi. L'hiver dernier, quand nous étions à Nantes, tu nous as laissé plus d'un mois pour aller où, Jeannot? À Paris, où j'avais affaire. Et vous le savez tous, il me fallait trouver de quoi payer nos dettes. Et je les ai payées. Oui. Tu es arrivé à Paris un jeudi, et dès le lendemain, tu les empoches les 1500 livres que Léonard Aubry a consenti à te prêter. Dès le lendemain. Et pourtant, tu es resté un mois. Et veux-tu que je te dise où tu as passé ce mois? Dans une arrière-salle de l'hôtel de Bourgogne, à travailler matin et soir, à sauter, à pirouetter, à apprendre à jouer avec un masque sur le nez, à marcher sur les mains, à tomber sur ton cul. N'est-ce pas vrai, Jeannot? Oui, c'est vrai. Pendant un mois, matin et soir, et avec mon professeur en acteur italien, le plus grand farceur italien, Scaramouche. C'est vrai? Oui, avec Scaramouche, c'est vrai. Et alors? Comment et alors? Vous connaissez Scaramouche, monsieur Molière? Tu travailles pendant un mois avec Scaramouche. Tu apprends tous les secrets de la comédie italienne et tu ne nous en parles pas. Et continue à nous faire jouer la tragédie. Je continue à vous faire vivre. Partout où nous passons, nous sommes accueillis en acteurs privilégiés. Nous sommes une troupe patronnée par le duc d'Épernon, des acteurs. Pas des farceurs. Oui, des acteurs qui jouent la tragédie et qui de surcroît la jouent mal. Et le public s'ennuie. Un jour, il s'ennuiera tellement qu'il viendra plus. Vous me voyez rendre visite au duc d'Épernon et lui dire: Monseigneur, notre troupe à laquelle vous accordez votre très haute protection abandonne la tragédie pour ne plus faire que la farce. Me foutra dehors. Peut-être pas. Il sera peut-être soulagé. Monsieur Molière. Je me sens soulagé. Je suis un homme raffiné, vous le savez. Cependant, la tragédie m'ennuie. Alors j'y baille. Vous y baillez, monseigneur? Oui. Et d'abord, je n'y comprends mot. Et puis, c'est toujours au moment de la sieste, sur le repas, que vous venez m'alexandriniser de vos péroraisons tragiques. Alors je baille. Et je suis fait de telle sorte que je ne puis bailler, mon cher Molière, sans roter. C'est très désagréable. Asseyons-nous. Top! Que voulez-vous dire exactement, mon cher Molière? Farce. Eh bien... Allez, vas-y, vas-y! Alors, mon petit Molière et la farce? Eh bien...
Ah! Attendez, attendez. À la Scaramouche maintenant. Monsieur le duc, une oie. Quoi? Une oie sur ma tête, avec des plumes. Chut, ce n'est pas une oie, c'est un dindon. Alors là, tout Pézenas vous applaudit. Apprends-nous, Jean-Baptiste. Vous apprendre quoi? Tout ce que tu as pris toi-même de Scaramouche. J'ai appris d'abord que lorsqu'on est français, on ne peut pas prétendre jouer comme les Italiens. Ce que nous venons de faire là, bon enfant et moi, n'est qu'une pâle imitation d'une infime partie de la comédie italienne. De cette chaise, de ce chapeau, du canevas que nous venons de brosser, Scaramouche eût tiré une parade étincelante. Il n'aurait pas été que le chasseur de ce chapeau. Il serait devenu aussi le chapeau, et puis la plume, et peut-être même le vent. Nous n'avons ni le cœur ni l'invention de ce théâtre-là. À moins... À moins... À moins que nous transposions dans un esprit français. Maître Jelly, parlez-moi de Scipion. De Scipion? Et celui qui fait pisser de rire le bon Dieu. Il était arrivé ici en 29, l'année de la Grande Peste. Il n'avait rien demandé à personne et personne ne lui avait rien demandé. Simplement, il allait de maison à maison et donnait aux malades une espèce de poudre qu'il appelait remède des abeilles. Aucun ne fut guéri, mais c'était comme un réconfort, une sorte d'espoir. Et d'ailleurs, Scipion, c'était ça, c'était l'homme de l'espoir. Dans les pires moments, il rigolait et il disait « ça ira mieux demain ». À cause de cette fameuse poudre, on l'avait surnommé le roi des abeilles. Et puis il avait des ruches chez lui, là-haut, sur la colline. Et son habillement aussi avait la couleur des abeilles, toujours en jaune et en marron, avec des sortes de rayures qu'il rajoutait un peu partout. Scipion, c'était comme un original qui fêtait tous les jours le carnaval. Et puis, c'était pas que dans le costume. Il était toujours en train de préparer une blague. Il allait à l'église à 4 h du matin et il sonnait l'angélus du soir. Ou bien il annonçait que le jour des rameaux, il se découvrirait respectueusement devant tous les cocus qu'il rencontrerait dans la rue. Et du coup, le jour des rameaux, personne ne n'osait plus sortir. Il a tout fait, tout. Il est allé jusqu'à se confesser déguisé en femme. Il a fait croire à un marchand de passage qu'il était médecin. Et il l'a forcé à garder le lit pendant 3 jours.
Alors qu'on ne traitait pas plus malade que vous et moi. Mais pourquoi faisait-il tout ça? Comme ça, par goût de la farce, pour s'amuser. Et aussi pour amuser les autres. Et personne ne se fâchait jamais. Avec Scipion, on ne pouvait pas se fâcher, par peur du ridicule. Parce que les histoires de Scipion avaient toujours une faute de vérité. Et quand on est cocu, monsieur Molière, on ne se fâche jamais des histoires de cocu. On en rigole, c'est plus prudent. Le roi des abeilles. Oui, mais moi je l'appelais la Gragnarelle, la petite grenouille. Parce qu'il était toujours en train de sauter, de bondir. Et quand il s'asseyait, même sur une chaise, c'était toujours le cul sur les talons, comme ça, comme une grenouille. Gragnarello. Vous n'avez pas envie d'aller dormir, monsieur Molière? Non. Bon, eh bien moi, demain matin, je travaille à bonne heure. Alors? Bonne nuit, maître Jelly. Bonne nuit. Quand vous entendez chanter les vengeurs, c'est que le jour se lève. Merci. Gragnarello. 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 Scaramouche. Scaramouche, mouche, mouche, mouche. Scaramouche. Gragnarello. Gragnarello. Scaramouche. Scaramouche. Gragnarello. Scaramouche. Gragnarello. Scaramouche. Gragnarello. Scaramouche. Gragnarello. Scaramouche. Gragnarello. Scaramouche. Gragnarello. Sgranamouche. Sgranamouche. Sganarello. Sganarello. Sganarello, 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 Sganarello. Sganarello. Sganarelle, sautant et bondissant dans un habit jaune et vert. Ah, mon cher Sganarelle, que je suis heureux de te trouver ici. Non. Ah! Mon pauvre Sganarelle, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence, mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire, Ce que je sais faire, monsieur. Ce que je sais faire, monsieur. Employez-moi seulement quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est une horloge, voir combien le beurre vaut au marché, abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire.
mon pauvre Sganarelle. Que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence, mais comme je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur? Employez-moi simplement quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge. Voir combien le beurre vaut au marché, abreuver un cheval, c'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est qu'il faut que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin? Monsieur, je peux faire tout ce qu'il vous plaira. Mais pour faire le médecin, je suis aussi votre serviteur pour ne rien faire du tout. Mais comment voulez-vous, monsieur? Et par quel bout m'y prendre, bon Dieu? Ah, ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai 10 pistoles. Ah! Pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois pas médecin. Car voyez-vous bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Gorgibus. Hein? Voir sa fille qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien... Eh bien, monsieur, ne soyez point en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la vie. On dit un proverbe d'ordinaire, après la mort, le médecin. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira, après le médecin, gare la mort. Néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire le médecin. Et si je ne fais rien qui vaille? Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours pourvu que tu parles d'Hippocrate et de Galien et que tu sois un peu effronté. C'est-à-dire qu'il lui faudra parler philosophie, mathématiques. Laissez-moi faire s'il est homme facile, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un habit de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire. Et me donner mes licences qui sont mes 10 pistoles promises. La 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 la. Devo un mattino portar mentre ostuleu esperaria e qu'arrivait en passant. Madeleine, bon enfant, Dufresne, Louis, Béjart. Che tien tutti legati e potem pas. Qu'est-ce qui se passe? Et quelle heure est-il?
Il n'a même pas chanté. Le jour se lève à peine. Ne réveillez pas les gens de cette façon. Les comédiens italiens se lèvent tôt. Et alors? Dorénavant, nous les imiterons. Je ne comprends pas. Les comédies se conçoivent la nuit et se répètent de bonne heure. La grâce matinée n'est réservée qu'aux tragédiens. Pour parler sibyllin, ces choses-là sont dites. Moi, je vais me coucher. Non, monsieur. Pas avant d'avoir lu ce qui est écrit sur ces feuillets. Qu'est-ce que c'est? Le travail de toute une nuit. Le début d'une comédie. Un calva de Scaramouche que j'ai développé. Le médecin volant. Toi, Madeleine, tu joues Sabine. C'est le rôle de la cousine. Entremetteuse et bien portante. Toi, Dufresne, tu joues Valère. Amoureux, entreprenant, intelligent et bon payeur. Moi, je joue Sganarelle. Valet lourdeau de sa nature, mais agile sur bon paiement. Et moi? Eh non. Nous verrons bien comment vos personnages entreront dans la comédie lorsque nous aurons lancé l'attelage. Allons-y! Comment allons-y? Répétons. Prenions d'abord le temps de recopier et d'apprendre. Non, Dufresne, non, non. Ce n'est pas là de la grandiloquente tragédie. C'est à peine une farce, même pas une comédie. Improvisons d'abord, comme les Italiens, en nous servant du canevas. Imaginons que je voudrais dormir. Ah, maître Jelly, venez là que je vous embrasse. Allons, pomme. Jeune, votre moustache. Ah. Regardez-moi, bien en face, hein, bien dans les yeux. Oh! Oh! La belle moustache! Tournez la tête, mettez-vous de profil. Oh! Oh! La capitanesque moustache! Il me la faut. Oh, monsieur Molière, allez vous reposer, vous manquez de sommeil. Au barbier que vous êtes, maître Jelly, combien de temps faut-il pour fabriquer une moustache identique à celle-là? Quoi? J'ai écrit cette nuit. Et au petit matin, lorsque les vendangeurs ont chanté, un personnage est né. Je l'ai appelé Sganarelle. Il est venu, et il s'est imposé à mes yeux avec votre visage, avec votre moustache. À mes oreilles, avec votre parler. Et à mon cœur, avec votre cœur simple et généreux. Autrement dit, c'est un brave couillon. Pas tout à fait. Ah, merci. Comment vous ressemblez? Hein? J'ai besoin de vous ressembler, maître Jelly, puisque je jouerai Sganarelle. Alors, la moustache? Je vous en ferai une avec un peu de vos cheveux. C'est bien. Dans 8 jours, sur la place qui est là devant, nous jouerons le médecin volant. Dans 8 jours? Oui, nous répéterons ici. Eh, doucement, monsieur Molière. Ici, c'est ma boutique. Ici, je reçois mes clients. Ici, je coupe les cheveux, je coiffe, je rase et je coupe, j'arrache les dents. Jusqu'à quelle heure? Du matin jusqu'au soir. Eh bien, nous dormirons le jour et nous répéterons la nuit. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh! Ah, que je suis malheureux. Mais tu seras pendu.
Coquin, monsieur, qu'allez-vous faire de me pendre? Écoutez, un mot s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon intention que mon maître est avec votre fille, mais en le servant, ne vous ai-je point désobligé? Passé par la fenêtre, tu as entendu les rires et les cris. Scanarelle, prends un bâton, assomme-le. Et moi-même, j'ai eu le fou rire quand tu es tombé à la renverse. T'aurais pu me prévenir. Ah, c'était vraiment la grande fête du rire, hein. C'est autre chose que la tragédie, non? Bravo, Jeannot. Ça, c'était un public à la Scaramouche. Eh, sans pop culte, hein. Je vous embrasse, monsieur Molière. Ah, maître Jelly. Ah, ça, c'est du théâtre. Oh, vous pouvez dire que vous nous avez fait rire. C'est grâce à la moustache, maître Jelly. Maître Gély. Oh, mon révérend, vous étiez là. Monsieur Molière, monsieur l'abbé de Coznac, secrétaire... Particulier et confesseur de son Altesse Sérénissime, le prince de Conti, gouverneur du Languedoc. Monsieur, je n'ai qu'un mot à vous dire. Soyez après-demain, samedi, sur le coup des 5 heures, au château de la Grange avec vos compagnons. Vous jouerez pour le prince et recevrez 1000 écus. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez jouer pour le prince. Le prince de Conti. Et samedi, après-demain. Rodocune ou Andromède? Quoi? Rodocune. Non, pour le prince, il vaudrait mieux Andromède. Nous jouerons le médecin volant. Non, mais tu plaisantes. Une farce devant le prince? Oui. Mais enfin, il nous invite dans son château. Et alors? Tu as raison, Jeannot. Ouais, vous avez raison, monsieur Molière. Et puis le prince, ça lui fera de bien de rigoler un peu. Ça le changera des curés, parce que... Maître Jelly, je ne voudrais pas cependant arriver au château comme le roi des Tyrlènes ou l'empereur des Locteux. Il me faudrait une perruque. Ah, j'en ai bien ici 2 ou 3 qui vont te laisser pour que je les recoiffe. Elles ne sont pas de première fraîcheur et je ne sais pas si... Enfin, nous verrons bien. Asseyez-vous. Celle-ci appartient au marquis de Lacoste, plus connu dans les environs sous le nom de Grande Marquise. Celle-ci me vient d'un député du Parlement du Languedoc, particulièrement connu pour ses raisonnements à courte vue. Et enfin, cette perruque-là, enthousiaste et guerrière, celui qui l'a portée était un mousquetaire du roi. Il est mort par inadvertance, dans un vieux malencontreux. Voilà.
envie d'échapper à la mélancolie, oui, Votre Altesse. Bien dit, Molière. Et votre comédie est-elle facile à comprendre, hein? Oh oui, monseigneur. Il y a donc une chance pour que notre cher député ne dorme pas comme il le fait au Parlement. Mais enfin, cher Molière, croyez-vous pouvoir dériner le nécrandulfe que voilà? Hélas, monseigneur, la comédie n'a pas les pouvoirs du Christère. Allons nous démasquer, madame. Ce soir, nous dînerons et puis nous entendrons la comédie. Ah, combien veux-tu de musiciens? 4 violons, si toutefois... Tu les auras. Allons. Monsieur Molière! Monsieur Molière! Monsieur Molière! Monsieur Molière! Monsieur Molière! Oh, monsieur le député! Monsieur Molière, est-il vrai que vous revenez de Paris? Oui. Ah. Et vous connaissez à Paris des gens... de qualité? Oui. Ah. Des gens... de l'entourage. De l'entourage. Vous me comprenez? Ah oui, oui. Comment se comporte-t-il? Hein? Comment marche-t-il? Comment porte-t-il le chapeau? Comment lotte-t-il? En quelle révérence? Si je vous demande tout cela, c'est que nous recevons la semaine prochaine au Parlement du Languedoc un envoyé du roi, lequel choisira parmi nous tous 14 délégués, lesquels se rendront à Paris et seront présentés au roi. Alors je... Compris. Les autres députés sont pour la plupart des lourdeaux, des ignorants, qui se présenteront devant l'ambassadeur du roi sans aucune élégance. Alors, si, au milieu de cette foule... Apparaissait soudain une personne de qualité... Voilà! Tournez un peu, je vous prie. Non, marchez un peu que je vous vois. C'est bien. À présent, monsieur le député, placez un peu votre main sur votre hanche. Voilà. Figurez-vous être en présence de votre ambassadeur. Marchez fièrement, la tête haute, la plume dressée.
Vous gardez les jambes trop raides. Il n'est pas nécessaire de plier autant les genoux. Voilà. 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 Voilà, voilà. Ne venez point trop près. Vous devez, pour la révérence, vous arrêter à au moins 4 pas. Oui. Monsieur le député? Oui. Ici, monsieur le député. Voilà. Regardez-moi. Avec noblesse. Monsieur le député. Eh? Monsieur le député, portez la main au chapeau. Et maintenant, pliez votre jambe gauche en balayant de votre plume le devant de votre pied droit. Oh, monsieur le député! Oh, monsieur le député! Molière, 12 amis, prince des arts, archange du théâtre. J'ai couru partout dans le parc sans te pouvoir trouver. Pour te lire ce badinage que j'ai composé cette nuit. C'est un poème à l'un de mes amis qui promène partout sa vie en femme. Écoute-le, Molière, écoute-le. J'y ai mis toute mon âme et aussi de l'esprit. Ce soir, après ta comédie, tu le liras devant le prince. Tout le peuple de Saint-Médard admire comme une merveille ses robes d'or et de brocart, ses mouches, ses pendants d'oreilles, son teint vif et ses yeux brillants. Il aura bientôt des amants. Qu'on a de plaisir à le voir dans son ajustement extrême. À la main, un petit miroir dont il s'idolâtre lui-même. Sa douceur, ses airs complaisants, il aura bientôt des amants. Il est étalé dans son banc, ainsi qu'une jeune épousée qui cherche à voir en se mirant si ses mouches sont bien placées. Il voudrait plaire à tout venant. Il aura bientôt des amants. Tout le peuple de Saint-Médard admire comme une merveille ses mouches, ses pendants d'oreilles, ses robes d'or et de brocart. On a le plaisir à le voir. Il aura bientôt des amants. Oh, monsieur l'abbé, dans la charmille. Un dévot comme vous, et que partout on nomme. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Oh! Alors, Molière et cette comédie? Elle vient, monseigneur. Elle vient. Comme une cavalière qui m'invite à danser dans cet étrange bal masqué. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté. À voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait. Molière.
Causos tout dire le contrari valiscos. Eh non, monsieur Molière, non. Vous ne pouvez pas dire ça avec la bouche en cul de poule. Causos tout dire le contrari valiscos. Causos tout dire le contrari valiscos. Et puis cette femme, elle était dans une rage folle. C'était... Continuez. Caecem pudenso et cussi misérable nous te soubenes plus de la part au... Non, non. Et qu'aussi misérable, nous te souvenons plus de la pauvre François et del pauvre Jeannet, qui sont los frustres de notre mariage. Quand je pense que ça fait 5 ans que vous vivez ici, entre Pézenas et Béziers, et 5 ans que les gens vous disent tous les matins, à la bête vous mourir, et qu'aussi à l'Azbey, et 5 ans que vous répondez, ça va, merci. Au lieu de dire, et béba plat. Moi, je lis, barbier de Pézenas, je désespère. Comment dites-vous? Eh ben plat, comment ça va? Eh ben plat. Eh ben plat. Eh ben voilà, vous voyez que vous y arrivez. Oh! Mais il y a quand même quelque chose que je voudrais savoir. Depuis un mois, presque tous les matins, vous me demandez de vous raconter des histoires de par ici. Tous les cocus de Pézenas s'y sont passés. Et même ceux de Monte de Florensac. Et puis la barre de Saint-Ibéry, la boiteuse de Montagnac, le matamor de Béziers. Et aujourd'hui l'histoire de la grande Lucette, que vous me faites recommencer 3 fois. Et vous écrivez tout sur vos papiers. Même quand je raconte dans le parler d'ici que vous ne comprenez pas, vous écrivez. Pourquoi? Pourquoi? J'ai ici un tout petit sac, maître Jelly. Un petit sac magique. Et dans ce petit sac, j'ai enfermé tous les cocus de Pézenas. Le matamor, la boiteuse et aussi la grande Lucette. Et je les emporte avec moi, là où je vais. Là où je partirai demain. Vous allez encore partir? Oui, mais... cette fois, je ne laisserai pas chez vous ma malle et mon manteau. Vous partez pour longtemps? Je crois bien pour toujours. Vous allez à Paris? Oui. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait, monsieur Molière? Pourquoi vous nous quittez? Vous n'êtes pas bien ici? Mais si, maître Jelly, seulement Quand à part... vous êtes arrivé il y a 5 ans, vous n'aviez même pas une sou en poche pour vous payer de quoi manger. Et aujourd'hui, que vous êtes devenu un monsieur, que tout le monde vous salue dans la rue, que vous êtes la troupe des princes de Conti, qu'on vous applaudit tellement qu'on en oublie de récolter les pommes et qu'elles pourrissent sur les branches. Maintenant, vous voulez partir? Oui. Mais alors, toute cette réussite, avec votre étourdi, hein, avec le dépit amoureux, tout ça, c'est... Tout ça, c'est fini. Fini pour ici. Oui, fini. Je comprends pas. Que diriez-vous, maître Jelly, d'un vendangeur qui, à hauteur de la 10e souche, aurait rempli son seau, puis s'assiérait à l'ombre de la vigne et le contemplerait? Je lui dirais, debout, fainéant, vide ton seau de la comporte et remplis-en le nôtre. Voilà. Eh bien, je suis comme ce vendangeur, maître Jelly. J'ai encore à remplir mon seau, et plusieurs fois, avant de parvenir au bout de ma rangée. Et au bout de votre rangée, il y a Paris. Oui. Ça doit être une grande ville. Alors, comme ça, cette année, la fête des vendanges, on la fera sans vous. Le 20e jour de septembre, où que je sois, maître Jelly, à l'heure où commence la fête, ici à Pézenas, moi, j'ouvrirai mon petit sac pour faire danser sur ma table le matamor, la boiteuse, la grande Lucette et tous les cocus. Ainsi qu'un autre personnage qui vous ressemble trait pour trait. Il y en a un. Oui. Eh bien, celui-là, dans votre sac, il va me tenir de la place. Et à Paris, surveillez le bien. Parce que pour les bonnes manières, et avec les gens de qualité... Mais c'est justement avec les gens de qualité, maître Jelly, que... Tu es revenu déjà? Oui,
C'était où? Un village quelque part du côté de Nîmes, où nous sommes allés ensemble. Voilà plus de 10 ans. Montfrein? Oui, Jean-Baptiste, oui. Mais pourquoi, Madeleine? Pourquoi être parti ainsi en pleine nuit sans rien me dire pour aller à Montfrein? J'aurais pu venir avec toi. Non, je devais y aller seule. Regarde là-bas, devant chez la Mariette. Qu'est-ce que tu vois? Le maréchal Ferrand et monsieur le curé. Et puis une petite fille qui joue à la marelle. Elle s'appelle Armande. Elle a 10 ans. Je suis allée la chercher à Montfrein. Elle était chez une nourrice. Elle est ma sœur. Mais tu ne m'avais jamais dit que tu avais... 1, 2, 3, 4. On fait... Madeleine. 5, 6, lune. Oui, mais tu ne m'avais jamais dit... À cloche-pied. 7, 8, 9, paradis. Oh. Cette petite fille, c'était vous. Vous portiez une robe rose avec des rubans bleus. Ce jour-là, je vous avais préparé un bouillon de poule. Et vous avez mangé les premières cerises. C'était au mois de mai. Le lendemain matin, la troupe de M. Molière a quitté Pézenas. Voilà, je vous ai tout dit. Le reste, tout le reste, vous devez le savoir. Oui, presque tout, maître Gély. J'ai tenu un journal fidèle. Ainsi tenez, ce 18e jour d'octobre 1663, nous étions à Versailles où nous devions jouer pour le roi. Sur les 10 heures du matin, dans la salle de la comédie... L'agitation était fort grande. L'agitation était fort grande, car Monsieur de Molière préparait une pièce... Bleu, messieurs! Me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Et que veux-tu qu'on fasse? Non! Que voulez-vous qu'on fasse? Mais enfin, Molière, pourquoi se dire vous? Voilà plus de 15 ans que nous nous tutoyons tous ici autant que nous sommes. Nous sommes à Versailles, Dufresne. Et ce soir, nous jouerons pour le roi. Entre ces murs, le tutoiement n'est pas de mise.
Je veux que l'on se dise vous, comme se le disent entre eux les comédiens de l'hôtel de Bourgogne, les musiciens du roi et tous les gens qui sont dans ce palais. Mais Molière... Suffit! Quand finirez-vous par comprendre que nous ne sommes plus des acteurs de campagne? Nous ne jouons plus sur les places, mais à Versailles, pour le roi. Continuons. Assez perdu de temps, nous avons à jouer ce soir. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Et c'est nous faire enrager vous-même que de nous obliger à jouer de la sorte. Ah, les étranges animaux à conduire que les comédiens. Eh bien, nous voilà. Que prétends-tu faire? Que prétendez-vous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? De grâce, mettons-nous ici. Et puisque le roi ne doit venir de 2 heures, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la manière dont nous allons jouer les choses. Le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Je sais bien qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main. Et moi aussi. Vous voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous donc si vous étiez en ma place? Qui? Vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. N'ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi seul? Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci? Que d'entreprendre de faire rire des gens qui nous impriment le respect et ne rient que quand ils veulent? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. Le moyen de m'en défendre lorsqu'un roi me l'a commandé? Le moyen? Une respectueuse excuse fondée sur l'impossibilité de la chose dans le peu de temps qu'on vous donne. Mon Dieu! Madame, les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles. Mais enfin, comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Vous les saurez! Et quand bien même vous ne les sauriez pas tout à fait, ne pouvez-vous pas y suppléer par votre esprit, puisque c'est de la prose, et que vous connaissez votre sujet? Je suis votre servante. La prose est pire encore que les vers. Voulez-vous que je vous dise, vous devriez faire une comédie où vous auriez joué tout seul? Taisez-vous, ma femme. Vous êtes une bête. Grand merci, monsieur mon mari. Voilà ce que c'est. Le mariage change bien les gens. Et vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Taisez-vous, je vous prie. C'est une chose étrange qu'une petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités. Et qu'un mari et un galant regardent la même personne avec des yeux si différents. Que de discours! Ma foi, si je faisais une comédie, je la ferais sur ce sujet. Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les accuse, et je ferais craindre aux maris la différence qu'il y a de leur manière brusque aux civilités des galants. Morbleu! Laissons cela. Il n'est pas question de causer maintenant, nous avons autre chose à faire. Vous! Prenez garde de bien représenter avec moi votre rôle de marquis. Toujours des marquis. Oui, toujours des marquis. Que diable voulez-vous qu'on prenne pour un caractère agréable de théâtre? Le marquis aujourd'hui est le plaisant de la comédie. Et comme dans toutes les comédies anciennes, on voit toujours un valet bouffon qui fait rire les auditeurs, de même, dans toutes les pièces d'aujourd'hui, il faut un marquis ridicule qui divertisse la compagnie. Il est vrai, on ne s'en saurait passer. Toi, tu Vous représentez une de ces... Mon Dieu, pour moi, je m'acquitterais fort mal de mon personnage. Et je ne comprends pas pourquoi vous m'avez donné ce rôle de façonnière. Vous représentez une de ces femmes qui, pourvu qu'elle ne fasse point l'amour, croit que tout le reste leur est permis. De ces femmes qui se retranchent toujours fièrement sur leur pruderie.
Vous faites le poète. Vous devez vous remplir de ce personnage, marquer cet air pédant qui se conserve parmi le commerce du beau monde, ce ton de voix tendancieux et cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les syllabes et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère orthographe. Molière! Quelle retrouvaille! Monsieur, votre serviteur. La peste soit de l'homme. Comment vous en va? Fort bien, pour vous servir. Vous arrivez Je viens de là où j'ai bien dit du bien de vous. Je vous suis obligé. Que le diable t'emporte. Il faut, s'il vous plaît, que vous rentriez... Vous jouez une pièce nouvelle aujourd'hui? Oui, monsieur. De grâce, C'est songez. le roi qui vous l'a fait faire? Oui, monsieur. N'oubliez Comment pas. l'appelez-vous? Oui, monsieur. N'oubliez pas. Je vous demande comment vous la nommez. Oh, ma foi, monsieur, je ne sais. Je vous Comment prie. serez-vous habillé? Comme vous le voyez, il faut... Comment serez-vous? Quand le roi sera venu. Au diable, le questionnaire. Quand croyez-vous qu'il vienne? La peste m'étouffe, monsieur, si je le sais. Savez-vous point? Tenez, monsieur, je suis le plus ignorant homme du monde. Je ne sais rien de tout ce que vous pourrez me demander, je vous jure. J'enrage. Ce bourreau vient avec un air tranquille vous faire des questions et ne se soucie pas qu'on ait en tête d'autres affaires. Mademoiselle, votre serviteur. Ah tiens, le voilà d'un autre côté. Vous voilà belle comme un petit ange. Jouez-vous aujourd'hui? Oui, monsieur. Sans vous, la comédie ne vaudrait pas grand-chose. Ne voulez-vous pas faire en aller cet homme-là? Monsieur, nous avons quelque chose à répéter ensemble. Oh, parbleu! Je ne peux pas vous empêcher, vous n'avez qu'à vous suivre. Mais... Non. Je serais fâché d'accommoder personne. Faites librement ce que vous avez à faire. Oui, mais... Je suis un homme sans cérémonie, vous dis. Vous pouvez répéter ce qui vous plaira. Monsieur, ces demoiselles ont peine à vous dire qu'elles souhaiteraient fort que personne ne fût ici pendant cette répétition. Pourquoi? Il n'y a pas de danger pour moi. Monsieur, c'est une coutume qu'elles observent. Et vous aurez plus de plaisir lorsque les choses vous surprendront. Je m'en vais, mesdames. Je m'en vais. Je m'en vais. Ah, que le monde est plein d'impertinents. Orsus, commençons. Figurez-vous que la scène se passe dans l'antichambre du roi. La comédie s'ouvre sur l'entrée de deux marquis. Bonjour, Marquis. Oh, Marquis, ton serviteur. Et que fais-tu là? Parbleu, tu vois. Bonjour, monsieur Molière. Monsieur, votre serviteur. Et que fais-tu là? Parbleu, tu vois. J'attends que tu me mettez pas. Gélie, de personnage. Maître Gélie. Le grand débarqué. Maître Gélie, comment ça va depuis 10 ans? Eh oui, ça fait 10 ans. Bonjour, maître Jelly. Qu'est-ce que vous faites à Versailles? Oh, c'est toute une histoire. Voilà. J'ai fait pour le prince de Conti une perruque de cérémonie. Une perruque avec des boucles particulières. Une perruque tellement belle que le frère du roi, la voyant, a failli s'étouffer de jalousie. Alors du coup, le prince de Conti m'a demandé de venir à Versailles pour me présenter au frère que je prenne son tour de tête. Sans rire, maître Jelly, vous êtes venu ici pour Puisque je vous le dis. Maître Jelly, nous avons à faire une répétition, et si vous le Oui, permettez... bien sûr, faites, monsieur Molière, je ne veux pas vous déranger. Recommençons. Bonjour, Marquis. Oh, Marquis, ton serviteur. Joli théâtre ici, hein, monsieur Molière. Oui. Et que fais-tu là? Parbleu, tu vois, j'attends que ces messieurs... Est-ce que vous allez jouer devant le roi? Oui.
Parbleu, tu vois, j'attends que ces messieurs aient débouché la porte pour présenter là mon visage. Faites bloquer le foule. Oh, j'ai bien un garde de m'y aller frotter et j'aime mieux entrer les derniers. Il y a là 20 gens qui sont fort assurés de n'entrer point, mais qui ne se lassent pas de se presser et d'occuper toutes les avenues de la porte. Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est là. Oh, elle a grandi. Bonjour Armande. Il faudra bientôt la marier. C'est déjà fait. Non, non! Il est impossible de travailler dans ces conditions. Madeleine! Écoutez, maître Jelly, nous avons De assigné... toute façon, Jean-Baptiste, au point où nous en sommes, répéter ou ne pas répéter, aucun de nous ne sait son rôle. Et ce soir, devant le roi, nous serons ridicules. J'ai dit que nous répétions. Et c'est moi qui décide. Moi! Je viens vous dire qu'on a dit au roi l'embarras où vous vous trouvez. Et que par une bonté toute particulière, il remet votre nouvelle comédie à une autre fois. Et se contente pour aujourd'hui de la première que vous pourrez donner. Ah, monsieur, vous me redonnez la vie. Le roi nous fait la plus grande grâce du monde. Quelle pièce lui donnerons-nous? Les précieuses ou l'école des femmes? C'est toi qui décides. Ou bien peut-être les fâcheux? Et je vais retourner à Pézenas. Ils seront tous sur le pas de leur porte, ou bien assis sur la murette, ou sur la place, l'air de rien, à attendre. Alors, Gélie, t'es allé à Versailles? Ouais. Et ensuite, monsieur Molière, que croyez-vous qu'ils me demanderont? Si j'ai vu le roi? Non. D'abord, ils me demanderont si j'ai vu Molière. Et je répondrai, oui, je l'ai vu. Alors ils s'approcheront tous. Ils feront le silence pour écouter. Et je dirai, il a changé, monsieur Molière. Il a vieilli. Il a 10 ans de plus, comme nous tous. Seulement, il a l'air triste et renfrogné comme le notaire de Florensac. Comme le notaire, monsieur Molière? Celui qui nous faisait tellement rire? Ouais. Eh bien, Gélie, pour nous rapporter une nouvelle pareille, c'était bien la peine que tu ailles à Versailles. Alors ils tourneront le dos, ils rentreront chez eux, et pendant 15 jours, ils ne me salueront plus. Le notaire de Florensac, maître Jelly, il est marié? Oui. Marié et cocu. Ça vous fait pas rire? Non. Autrefois, les cocus, ça vous amusait tellement qu'en quittant Pézenas, vous en avez emporté un plein de sac. Vous vous rappelez? La fête des vendanges à Pézenas, maître Jelly, c'est quand? Ça veut dire 8. J'espère que je serai rentré. Attendez-moi là, Filin, le temps de prendre mon écharpe. Ne me faites pas trop languir sur les récifs de l'île de Citard. Alors, que jouons-nous ce soir? Les fâcheux ou l'école des femmes? Que t'importe? C'est que je dois aller dîner à l'auberge du Cheval d'Or avant que de jouer. Un carrosse m'attend et les amis qui m'accompagnent, s'ils doivent me raccompagner... Nous jouerons l'école des femmes. Alors j'ai le temps. Jusqu'au revoir, monsieur de Grand Grognon. Vous venez, Philote? Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut, la petite Armande, hein? Elle est coquine. C'était son mari, le petit marquis, là dehors? Non. Aïe! Et qui c'est, le pauvre mari? Moi. Aïe, 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 aïe! Oh! Mais alors? Et madame Madeleine? Quoi, madame Madeleine? Eh bien, enfin, madame Madeleine et vous? Autrefois, oui, maître Jelly. Mais nous sommes restés de grands amis.
Comme le notaire de Florissac, sa femme, elle a 20 ans de moins que lui, alors forcé. Bon, si on parlait d'autre chose. Qu'est-ce que c'est l'école des femmes? C'est l'histoire d'un homme qui élève une petite fille, et quand elle est devenue grande, il se met dans la tête de l'épouser. Le couillon! Oh, pardon. Comme vous dites, maître Jelly. Couillon. Couillon et jaloux. Et votre... comment vous l'appeliez déjà Sganarelle. Qu'est-ce qu'il est devenu celui-là? Il est devenu cocu. Lui aussi? Enfin, je veux dire... Cocu imaginaire d'abord. Puis dans une autre pièce réellement cocu. C'est un cocu comme ceux de Pesnas, maître Jelly. Un cocu qui fait rire. Oh, moi, monsieur Molière, tous les cocus me font rire parce que je suis célibataire. Heureux homme. Mais moi aussi, les cocus me font rire. Raisonnable, il y en avait un. Un coquille? Au pire, un grand type. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi riez-vous? Il me raconte une histoire. Il raconte une histoire de cocu. Une histoire de cocu. Alors, à Pézonas, il y en avait un. Il s'appelait... Canarelle. Si vous voulez. Alors donc il s'appelait Sganarelle. Et un matin, ce monsieur Sganarelle, en sortant de chez lui... Je suis de retour dans un moment. Prenez bien soin du logis et que tout est comme il faut, hein. S'il en apporte de l'argent, qu'on me vienne vite quérir chez le seigneur Géronte, hein. Si l'on vient pour m'en demander, qu'on dise que je suis sorti et que je dois revenir de toute la journée, hein. Seigneur Sganarelle! Ah! Seigneur Géronte! Oui. Je vous trouve à propos, j'allais chez vous chercher. Pour quel sujet, s'il vous plaît? Ah, ben, il s'agit d'une chose de conséquence qu'on m'a proposée. Il est beau de ne rien faire sans le conseil de ses amis. Je vous suis obligé de m'avoir choisi pour cela. Dites-moi seulement votre affaire. Bon! Alors, je veux savoir de vous si je ferais bien de me marier. Qui? Vous? Moi, ma propre personne. Quel est votre avis là-dessus? Je vous prie auparavant de me dire une chose. Eh, quoi? Quel âge pouvez-vous bien avoir maintenant? Qui, moi? Oui. Oh, ben, moi, je ne sais pas, mais je me porte bien. Pourquoi vous ne savez pas à peu près votre âge? Ah non! Est-ce qu'on songe à cela? Et dites-moi un peu, s'il vous plaît, combien aviez-vous d'années lorsque nous fîmes connaissance? Oh, ben, ma foi, je n'avais que 20 ans, alors. Combien fîmes-nous ensemble à Rome? 8 ans. Quel temps avez-vous demeuré en Angleterre? 7 ans. Et en Hollande, où vous fûtes ensuite? 5 ans. Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici? Mais 12 ans. 12 et 5 ans, l'autre font 17, 7 ans en Angleterre font 24, 8 ans de séjour à Rome font 32, et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes, cela fait justement 52. Si bien, seigneur Sganarelle, que, sur votre propre confession, vous êtes à votre 52e année. Dis-moi, moi je serai là-dessus.
ne peux pas. Le calcul est juste. Vous semble-t-il, Seigneur Géronte, que je sois plus propre à songer à une femme? Regardons plus l'âge que je ne puisse avoir, mais regardons les choses en face. Y a-t-il un homme de 30 ans qui paraisse plus frais, plus vigoureux que vous me voyez? N'ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons que jamais? N'ai-je pas toutes mes dents les meilleures du monde? Ne fais-je pas vigoureusement mes 4 repas par jour et plutôt avoir un estomac qui plus de force que le mien? Hein? Que dites-vous de ça? Vous avez raison, je m'étais trompé. Vous ferez bien de vous marier. Tout le monde vous le conseillez? Assurément. Hey! Et quelle est la personne, s'il vous plaît, avec qui vous allez vous marier? Hein? Dorimel! Cette jeune Dorimel, si galante et si bien parée. Oui! Jeune Dorimel, avec le seigneur Sganarelle qui n'a pas 52 ans. Oh, le beau mariage! Oh, le beau mariage! Cocu comme un notaire, cocu, tape ton cul par terre. Cocu comme un notaire, cocu, tape ton cul par terre. Cocu, qu'on lui souffle au cul. Saute cocu, qu'on lui souffle au cul. Pète cocu, cocu comme un notaire, cocu, tape ton cul par terre. Cocu comme un notaire. Arrêtez! Tout ça est ignoble! Oui, ignoble! Moi, je ne trouve point cela ignoble, mademoiselle. Sire, vous étiez là. Oui, chère Molière, et depuis plus d'une heure. Voilà en vérité ce que j'appelle de la très bonne comédie. Sire, j'ai là une nouvelle comédie que j'aimerais vous lire. Elle s'appelle Tartuffe. Sire, j'ai là une nouvelle comédie que j'aimerais vous lire. Elle s'appelle Tartuffe. Rien, arrêtez. Non, rien ne peut m'imprimer de la terreur. Sire, j'ai là une nouvelle comédie. Elle s'appelle Vous entendez, monsieur Lagrange? Les vendangeurs qui chantent. C'est que le jour se lève. Maintenant, je vais ouvrir les volets et aller vendanger avec les autres. Je chanterai avec eux. Je couperai le raisin avec eux. Nous parlerons du vent de Cerse, de l'orage de grêle qu'il a fait cette nuit. Et nous regarderons les jeunes poursuivre et embrasser les filles au bout de la rangée. Et ce n'est que ce soir, au retour de la vigne, en arrivant à la croix des chemins, que je dirai, Monsieur Molière est morte. Alors nous enlèverons nos chapeaux. Et s'il fait un grand vent, je pisserai contre le vent. Comme faisait Molière. Je lui disais toujours, Monsieur Molière, à force de pisser contre le vent, vous finirez par vous mouiller. Au fond, Molière, c'était ça. Vous pouvez le marquer, monsieur Lagrange.
Un homme de chez nous, et qui pissait toujours contre le vent.